ami me demande de lui trouver une bague de fiançailles parce que je m'y connais et que le monde des enchères, c'est un monde particulier et fait de beaucoup de restes de patriarcat avec souvent des hommes d'un certain âge qui sont commissaires-priseurs et qui vont pas aller par quatre chemins pour t'expliquer ou te prendre la main pour te donner plus de détails sur les bijoux. Bienvenue chez Basilic, le podcast pour changer de regard et imaginer ensemble un futur désirable. Je suis Jeanne, votre hôte, et chaque semaine, je tends le micro à celles et ceux qui façonnent le monde de demain. Je vous souhaite la bienvenue et j'espère que vous vous sentirez bien chez Basilic. Aujourd'hui, je reçois Fanny Levent pour un épisode consacré à la joaillerie et aux bijoux de seconde main. Il y a 5 ans, Fanny lançait Noircara, un site e-commerce permettant d'acquérir des bijoux de seconde main. 5 ans plus tard, le projet de Fanny s'est largement développé. Elle a accueilli 2 nouvelles recrues dans son équipe et surtout, elle constate avec joie que l'intuition qu'elle avait était la bonne. Et oui, les bijoux de seconde main répondent aux attentes des consommateurs et des consommatrices. Fanny nous raconte son rapport aux bijoux anciens et d'où lui vient cette passion. Du coup, moi, je me suis toujours intéressée aux bijoux anciens. J'ai eu la chance de récupérer un médaillon ancien de mon arrière-grand-mère, quelques bagues de ma maman aussi. Et en fait, je trouve que les bijoux anciens ont vraiment une âme et un savoir-faire particulier. On le voit de toute manière en regardant un bijou qui date versus un bijou d'aujourd'hui. Dans la fabrication, dans les métaux, dans les pierres, il y a vraiment un savoir-faire artisanal où tout était fait à la main, dans des ateliers vraiment authentiques. Et voilà, il y avait pas de machine, il n'y avait pas de création en série. Et c'est cet aspect-là unique, moi, qui m'a toujours fascinée. Quand tu parles de bijoux anciens, au niveau de la temporalité, qu'est-ce que tu considères comme étant un bijou ancien ? Alors, je parle en mon expérience. Moi, quand je chine des bijoux, le bijou le plus ancien sur lequel je suis tombée, c'est une question que je me suis jamais posée, donc je réfléchis en même temps. Et généralement, c'est la fin des années 1800, donc fin 19e. Après, bien sûr, il y a des bijoux qui sont plus anciens, des bijoux qui datent de l'époque égyptienne, Moyen-Âge, etc. Mais voilà, il y a une grosse période, le début de l'Art Nouveau, c'est même 1900. Donc là, il y a beaucoup de pièces assez florales avec des perles, ce qu'on appelle aussi l'époque victorienne. Donc ça, c'est on va dire, des bijoux anciens, pour le coup, parce qu'ils ont plus de 100 ans. Après, il y a toute la période Art déco, donc qui commence plutôt dans les années 20. Donc là, l'Art déco, à contrario de l'Art nouveau qui est très dans les courbes, très poétique, le corps de la femme, etc. On va avoir des notions plus modernistes de lignes géométriques, des formes plus modernes. Et après, tu vas avoir la période tank. Donc ça, c'est des courants que tu peux retrouver au travers des bijoux que je chine, notamment des bagues, mais aussi j'ai un pendentif, par exemple, que je viens de rentrer récemment, art déco. Donc ça peut très bien s'appliquer aussi au pendentif, aux boucles d'oreilles. Pour revenir sur la période tank, ça c'est années 40, donc c'est vraiment des bijoux volumineux. Donc c'était sortir de la guerre, en fait, les familles qui avaient de l'or, en fait, chez eux, qu'ils portaient ou non, ça peut être au doigt ou dans leur coffre, ont décidé pour des raisons, on va dire, de vie quotidienne, de rassembler tout l'or et en faire un seul bijou. Plutôt que de porter une bague à chaque doigt, l'idée, c'était de faire fondre et de faire une bague, d'où l'appellation des bagues tank qui sont... Donc, c'est des bijoux assez cossus. Oui, exactement. Assez cossus, qui font illusion, du coup, autant qu'au char d'assaut. On retrouve parfois un diamant ou des pierres de synthèse. Ça, c'est des bijoux qui plaisent bien de nos jours. Et puis après, tu as tous les bijoux années 50-60. Donc là, c'est, on va dire, moins marqué en termes de style. Tu as toutes les marguerites, etc.
qui plaisent aussi beaucoup aux jeunes générations. En fait, moi, j'appelle bijoux anciens, on va dire, jusqu'aux années 60-70. Et après, années 80, je parle plutôt sur du vintage. Je sais que l'appellation, si on s'en tient vraiment à la définition du mot vintage, c'est 20 ans d'âge. Mais 20 ans d'âge, voilà, on est en 2024, ça fait 2004. C'est, voilà, tout est relatif. Donc moi, généralement, je dis à partir des années 80, c'est plutôt du vintage. Super, très intéressant. Toi, est-ce que parmi ces mouvements que tu as cités, il y a des périodes que tu affectionnes plus que d'autres ? Alors, plus qu'une période, je dirais, c'est un type de bijou. Moi, j'en parlais un petit peu en introduction. J'aime les bijoux qui racontent une histoire, qui ont vraiment cette âme. Et ça se rapproche pas mal ce qu'on appelle bijoux de sentiment. En fait, les bijoux de sentiment, ça peut être un médaillon ouvrant où tu viens glisser une photo ou une mèche de cheveux. Tu as beaucoup de bijoux anciens, en parlant de cheveux, qui sont fabriqués à partir de cheveux. Ça, c'est... Je vois ta tête. C'est un concept. J'ai jamais sauté le pas, mais ça existe. Par exemple, des bracelets tressés à partir de cheveux. Donc, ça peut être les cheveux d'un défunt, pour l'avoir toujours avec toi. Ça peut être les cheveux d'un enfant, pour garder un souvenir. Tu peux aussi avoir les médaillons ouvrants dont je parlais. Tu peux glisser une mèche de cheveux de ton bébé, enfin voilà, pour garder ce souvenir-là. Ok. Tu as aussi des bijoux avec des dents de lait. Au-delà de... encore une fois, c'est pas des bijoux que moi je vais chiner ou je vais porter, mais j'aime la symbolique derrière. Et dans les bijoux de sentiment, pour le coup, que je porte ou que je pourrais porter, c'est les médailles d'amour, donc moins qu'hier, plus que demain, où il y avait beaucoup de pendentifs, notamment, avec des pensées, donc des fleurs, la pensée, pour le jeu de mots, en fait, une pensée pour toi. Voilà, c'est des bijoux qui me plaisent et qui, je trouve, ont un vrai quelque chose en plus. Ouais, t'aimes imaginer l'histoire qu'ils ont pu Exactement. avoir et ce qu'ils ont pu traverser aussi. Complètement. Au C'est fil souvent des années. voilà, l'amour, l'amitié, des sentiments forts qui sont imaginés à travers ces pièces-là. Et c'est justement ce que tu fais aujourd'hui avec Noir Cara, puisque tu le disais, c'est une passion que tu as depuis toujours, les bijoux anciens. Aujourd'hui, tu proposes à la vente des bijoux anciens que tu as chinés. Comment ça t'est venu, cette idée? Au départ, j'imagine que tu chinais plutôt pour toi, pour tes copines. Et à quel moment tu t'es dit que ça pouvait répondre à un besoin? Parce que on en parlait un petit peu avant de débuter l'enregistrement, mais le marché de la seconde main sur les bijoux, on va sauter le pas pour s'acheter un petit bijou comme ça, sur un vide-grenier, une brocante, et cetera. Mais peut-être que pour des bijoux un peu plus cossus, plus onéreux aussi, on a moins, l'envie, le courage. Comment tu t'es dit que ça pouvait répondre à un besoin et comment tu t'y es pris pour, avoir suffisamment de stock, se lancer? C'était il y a un petit moment déjà. Ouais, c'était il y a un petit moment parce que je suis, du coup, dans ma 5e année. Donc pour resituer, un petit peu la chose, c'était, avant, le covid, avant le confinement et tout ça. Là, moi, j'ai toujours eu cette, alors je peux pas dire que j'ai toujours eu cette passion, mais j'ai toujours été, fascinée, charmée. J'aimais bien, même, qu'on me raconte l'histoire derrière les bijoux. Je me rappelle, il y avait un ami de mes parents, donc c'était un homme et il portait, 2 bagues. Donc il avait son alliance et à l'autre main, il portait une autre bague qui lui venait de son papa. C'était pas une chevalière, c'était un anneau. Sûrement l'alliance de son papa, je me souviens plus très bien. Et je me rappelle que j'aimais bien, lui poser la question du pourquoi, ça m'intriguait, en fait. On va dire que, en règle générale, j'ai toujours aimé les bijoux. Comme beaucoup de personnes, j'ai acheté, du bijou fantaisie, du plaqué or et cetera. Et en fait, je pense qu'il y a eu plusieurs déclics. Déjà à mes 30 ans, mes amis m'ont offert, une médaille, sur laquelle j'avais flashé, qui était, d'un artisan bijoutier, parisien, qui faisait du vermeil. Donc en fait, le vermeil, c'est de l'argent plaqué or. Donc moi, à l'époque, j'y connaissais pas grand-chose, mais voilà, ça sonnait, on va dire, durable, et ça avait un certain coût aussi, en termes, monétaires, c'est autour de 200 €. Donc en fait,
dans ma tête, je me suis imaginé que cette médaille, je l'aurais pour mes 30 ans et qu'elle me suivrait toute ma vie. Et force est de constater que 1 ou 2 ans après, alors je suis en train de refaire, c'était pas pour mes 30 ans, c'était pour mes 25 ans. Parce qu'à 30 ans, j'ai fondé Noir Cara. 1 ou 2 ans après, la médaille, même avant, en fait, je dis, au bout de quelques mois, elle commençait à perdre sa couleur, perdre son doré. Donc, je retourne à l'atelier, je leur explique. Je dis, ah, pas de problème, on va vous la redorer. Donc, ils me la redorent gratuitement la première fois. Et puis après, quelques mois plus tard, idem. Et en fait, voilà, c'était une déception d'avoir ce bijou que je pensais avoir à vie, ou en tout cas être mon compagnon éternel, parce que forcément, je gardais la médaille pour prendre ma douche, pour aller au sport. Et donc là, ouais, premier petit déclic en me disant, en fait, certes, c'est du vermeil, mais c'est pas non plus Durable, durable, etc. Et à peu près à la même époque, je récupère une bague de ma maman, une bague qu'elle avait eue pour ses 18 ans. Toute simple, une petite bague qui est en forme de nœud, pour le coup, en or 18 carats. Et celle-ci, je la porte également au quotidien et elle bouge pas, elle s'oxyde pas, j'ai pas le doigt vert, etc. Et donc, au-delà de la valeur sentimentale, parce que c'est la bague des 18 ans de ma maman, je me dis, cette bague, elle me lâche pas, je peux compter sur elle. Et donc, commence à émerger l'idée de peut-être pouvoir récupérer peut-être une de ces paires de boucles d'oreilles, etc. En parallèle, je rencontre mon copain qui est maintenant mon mari, qui lui est fan de montres anciennes. Et je commence à chiner les ventes aux enchères, etc. Et là, je découvre plein de trésors, de bijoux incroyables. Pour, j'ai envie de dire, tout budget, la bague Marguerite dont je parlais en intro, avec des diamants et des belles pierres, des créoles plutôt basiques pour une jeune fille, enfin voilà. Et je me dis, mais ces bijoux sont très beaux, souvent en très bel état, ou en tout cas, après restauration, peuvent vraiment donner quelque chose. Qu'est-ce qu'ils font dans les tiroirs, en fait? Et comme tu l'as bien dit, je commence à chiner, en fait, pour moi. Mes copines voient ce que je porte et s'y intéressent. Une amie me demande de lui trouver une bague de fiançailles parce que je m'y connais et que le monde des enchères, c'est un monde particulier et fait de beaucoup de restes de patriarcat, avec souvent des hommes d'un certain âge qui sont commissaires-priseurs et qui vont pas aller par 4 chemins pour t'expliquer ou te prendre la main pour te donner plus de détails sur les bijoux. Et donc, toi, tu vas Exactement. Dans ces salles, Ouais. enchérir et tout ça. Ouais, enchérir, poser des questions, parce qu'en fait, généralement, tu as un catalogue et une exposition avant la vente. Mais en fonction des hôtels des ventes, ça va être plus ou moins succinct. Faut quand même gratter un petit peu, à la fois auprès du commissaire-priseur, si tu peux, et sinon essayer de faire une enquête quand même. On en parlait sur l'époque, essayer de demander s'il y a un poinçon, demander des photos complémentaires. C'est toujours des choses en plus, parce que eux n'ont pas forcément le temps. Pourtant, c'est leur boulot de faire ce travail d'enquête, mais c'est toujours bien de le faire aussi, soit en parallèle, comme ça, après, on croise les données, quoi. Et donc, j'ai constitué un petit stock. Après, ça m'a jamais trop fait peur, parce que l'or, je me disais, c'est une valeur refuge. Si jamais ça marche pas pour X ou Y raison, après, j'y suis allée petit à petit. J'ai commencé, au début, j'avais peut-être 5 bijoux, quoi. Et je me disais, si jamais ça marche pas, je referai fondre, ou je vendrai au poids de l'or pour de l'upcycling ou du recyclage. Mais c'était une matière durable sur laquelle je pouvais compter, et qui, voilà, à la fois financièrement, ça te faisait une petite garantie. voilà, et écologiquement, je savais que j'étais droit dans mes bottes, quoi. Et ça me faisait pas peur. Et j'ai très vite créé le site internet, au début moi-même. J'ai codé un petit peu avec WordPress et ce que j'arrivais à faire, avec quand même l'aide d'une freelance qui m'a bien aidée au début. Et ensuite, le bouche à oreille, tout simplement. Il y a eu la première vente, deuxième vente.
Je pense que les réseaux sociaux ont bien aidé. Et moi, ce que j'aime partager sur les réseaux, c'est les témoignages. Et donc ça a vraiment eu un discours de réassurance. Et voilà, donc certes, ça reste un pas. Et tout le monde n'est pas enclin à acheter un bijou sur Internet d'un certain montant. Mais de plus en plus, voilà, le confinement est passé par là. On achète plus facilement sur Internet. Maintenant, on achète son lit, son matelas sur Internet. Si on posait la question à nos parents, ça leur semblerait inimaginable, enfin, en tout cas à leur époque. Donc voilà. Génial. Donc, ça s'est bien développé. Tu le disais, tu es dans ta 5e année. Quand tu achètes les bijoux, que tu les chines, donc j'imagine qu'il faut aussi se projeter dans ce que tes consommateurs, consommatrices plutôt, des femmes, j'imagine, vont avoir envie de porter, ce à quoi ça peut répondre. J'imagine qu'au fil du temps, tu as aussi appris à cerner leurs besoins. Comment est-ce que tu te rends dans ces salles aux enchères? Comment tu sais? Tu disais, il faut croiser les données. Voilà, j'imagine que c'est un peu chercher une aiguille dans une botte de foin? Oui, c'est vrai que souvent, quand on cherche, c'est là qu'on trouve pas. Donc moi, j'achète au coup de cœur. Donc j'essaye, bien sûr, j'ai en tête ce qui plaît, ce que recherchent les clientes. Parce qu'en effet, c'est beaucoup de clientes, beaucoup de femmes de 25 à 40 ans, 45 ans qui vont se faire des cadeaux elles-mêmes. Et après, j'ai un autre type d'acheteurs, c'est des hommes, mais pour des cadeaux pour les femmes. Et c'est souvent bien orienté, bien aiguillé. Le petit message. Ils sont pas en totale autonomie. Exactement. Le petit screenshot de la bague qui va bien. D'ailleurs, c'est drôle parce que parfois, je reçois des MP qui, je pense, ne me sont pas destinées de filles qui veulent envoyer ça à leur mec, mais qui m'envoient ça à moi. Genre trop belle ou plein de cœur, etc. Donc ça me fait rire. Je croise les doigts pour elles. Je me dis, j'espère. Je leur signifie quand même pour voilà, bien que le message soit passé. Et donc pour en revenir à la question, voilà, moi j'ai du mal à acheter ce qui ne me plaît pas ou ce que je trouve voilà, de mauvaise qualité. Ça va de soi, mais quand j'ai un doute sur un bijou, j'y vais pas généralement. En revanche, j'essaye quand même de me mettre à la place des clientes et des filles qui suivent Noir Cara parce que voilà, ça reste elles au final en bout de course. Et je vais prendre l'exemple des camées. Moi, je porte pas de camée. Maintenant, je trouve que c'est un bijou, encore une fois, plein d'histoires, très romantique, qui est vraiment un peu le symbole des bijoux anciens. Souvent, quand je fais des ventes en pop-up, ventes éphémères ou au showroom au bureau, la première chose qu'on me dit souvent quand on voit les bagues et qu'on tombe sur un camé, c'est « Ah, ma grand-mère avait le même. Ah, ça me rappelle ma grand-mère ou mon arrière-grand-mère, etc. » Donc, il y a quand même cet aspect-là qui est fort. Moi, à l'heure actuelle, j'en porterai pas et c'est pas mon style. Mais j'arrive à en acheter. Mais encore une fois, il faut qu'il me plaise. Il faut que le dessin soit assez fin. Je privilégie toujours des camés sur coquillage. En fait, le camé, c'est une gravure sur une pierre naturelle qui est le coquillage. Ça vient beaucoup d'Italie, mais tu trouves aussi beaucoup de faux, en fait. Des camés qui vont être gravés sur de la résine ou du plastique. Et donc ça n'a rien d'ancien. C'est encore un point sur lequel je dois être vigilant. Et typique en vente aux enchères, parfois on ne va pas avoir plus de détails que bague camé hors 18 carats. Mais voilà, est-ce un vrai camé? Est-ce qu'il est sur coquillage ou pas? Donc ça passe par le visuel. Soit je me rends sur place. Avant le confinement, j'allais beaucoup sur place. Je faisais mon petit tour de France en train des ventes, mais aussi des brocanteurs et des antiquaires parce que j'achète pas uniquement aux enchères. Le confinement est passé par là. Au début, c'était silence radio pendant plusieurs semaines. Donc là, je me suis dit, comment je vais faire pour me sourcer?
Et en contactant, ça c'est surtout les antiquaires, les brocanteurs, j'ai réussi à en mettre quelques-uns à WhatsApp. Alors ça, je suis pas peu fière parce que quand tu vois certains brocanteurs, c'est à peine s'ils ont un portable smartphone, tu vois, ils font encore les comptes À la papier sur leur main. carnet, etc. Et je leur ai dit, voilà, si jamais tu as des bagues qui peuvent me plaire, ils commencent un peu à connaître mon style, tu m'envoies un message sur WhatsApp et moi je te dis go, pas go, etc. Et après, on s'arrange pour l'expédition. Pour le coup, je me fonde uniquement en France, un petit peu en Belgique, mais c'est plutôt en France, donc c'est assez facile. Et donc là, voilà, c'est demander des photos complémentaires, des photos de la bague sous tous ses angles, parce que parfois, un poinçon, ou même, alors idéalement si on va le poinçon, mais ça peut être une couleur d'or, ça peut être une légère fissure, une forme de visage, on parlait des camées, voilà, qui vont te donner un indice, en fait, un peu un travail d'enquête et d'investigation, un indice sur une époque. Et donc là, après, encore une fois, c'est un peu le pari de j'y vais pas, quoi. C'est une sorte de jeu de piste, en fait. Un peu, c'est un peu ça, ouais. Tu es entre l'enquête Ouais, Sherlock Holmes, et Indiana le travail Jones. d'historienne. C'est ça. Je te propose qu'on écoute la question de Laurie. Salut Fanny, j'aimerais savoir comment tu te positionnes par rapport aux bijoux de très basse qualité, notamment ceux qu'on trouve en fast fashion. Est-ce que tu leur donnes une chance quand même ou tout simplement pas parce que tu sais que ça ne durera pas dans le temps? Donc, par rapport à la qualité des bijoux, un des fers de lance de Noir Cara, c'est de choisir des bijoux et de proposer en or 18 carats exclusivement. Pourquoi l'or 18 carats? Parce que ça va être l'or le plus robuste, le plus durable dans le temps et donc aussi le plus écologique. Il est inaltérable et inoxydable. Donc voilà, on peut le porter au quotidien et il est également recyclable à l'infini. Donc ça, c'est quand même génial et c'est vraiment propre à ce matériau-là. Tu peux le recycler et il gardera toujours ses propriétés intrinsèques, elles ne bougeront pas, quoi. Donc moi, forcément, je suis très attachée à cette propriété-là et à celle de l'or 18 carats. Donc, je vérifie toujours les poinçons. Si jamais il n'y a pas de poinçon, il y a un outil qui s'appelle la pierre de touche. Ça ressemble à une petite ardoise et tu vas venir frotter ton bijou sur la pierre et après y apposer un peu d'acide. Donc en fait, tu as différents acides pour les différents types d'or. Tu as de l'acide 9 carats, 14 carats, 18 carats. Et donc si j'appose l'acide sur la trace d'or que j'ai mis sur mon ardoise 18 carats et que la trace ne bouge pas, c'est que c'est de l'or 18 carats. Et pareil, encore un peu un travail d'investigation. Si normalement tu commences oui, donc si tu vois tu commences par le 9, si tu vois que le 9 s'efface, c'est que c'est pas du 9 carats et probablement du plaqué. Et donc comme ça, tu testes pour savoir si c'est du 9, du 14 ou du 18. Et ça peut, enfin voilà, c'est déjà une bonne indication. Après, maintenant, tu as des plaqués de très bonne qualité. Et donc même en grattant, tu vas avoir en fait la surface d'or. Donc ton acide va résister à ça. Et par rapport à la recrudescence des bijoux fantaisie, oui, il y en a forcément plus. Après, les bijoux fantaisie sont quand même souvent en plaqué et en vermeil. Et donc, n'ont pas le poinçon et ne résistent pas à la pierre de touche. Donc, moi, ils sont assez vite éliminés, on va dire. Là où ça va être plus délicat, c'est quand c'est du 14 carats ou du 9 carats, tu as quand même une proportion d'or qui est là. Tu as aussi un poinçon qui, parfois, s'est effacé avec le temps. Donc, il faut réussir à le lire, etc. et à être sûr du matériel. Mais plus qu'une histoire de... Parce que tu le vois tout de suite, par exemple, enfin, en tout cas, moi, je le vois tout de suite. Et je pense que la plupart des consommatrices qui vont avoir un bijou ancien, après, tu as quand même l'œil qui se fait. Tu arrives à percevoir la Ouais, différence. entre une bague Zara, H&M et un bijou ancien, il y a pas de souci. Ça va peut-être plus pour les bijoux étrangers, parce qu'en France, il y a beaucoup de 18 carats. Il va y avoir plus de vermeil ou de 9 carats dans les pays comme l'Angleterre, les Pays-Bas. Donc là, si tu as des bijoux qui, pour le coup, ont vraiment des looks de bijoux anciens, il faut utiliser les outils dont je t'ai parlé
Et si jamais, parce que parfois il y a des auditrices qui me demandent, des auditrices, je me mets à ta place, des clientes ou des filles qui suivent Narcara, comment savoir si c'est un bijou de précieux ou en tout cas si c'est de l'or, l'emmener chez un bijoutier joaillier. Le faire expertiser. Voilà, Ouais. le faire expertiser. Et lui, de par, déjà comme je le disais, l'œil, c'est un travail vraiment, plus t'en vois, plus tu arrives à savoir. C'est un peu comme la gémologie, plus tu vois de pierres, plus ton œil devient affûté. Bon, comme pour tous les Comme pour tout. secteurs. Exactement. Je pense que ça fonctionne aussi avec le vin, par Voilà, exemple. c'est ça. Donc j'espère avoir répondu à la question de Laurie. Je pense que tu y as répondu. Super. Elle nous dira. Elle Ouais. t'enverra un message si c'est pas Super. assez précis. Qu'elle n'hésite pas. Avant qu'on passe à la dimension écologique et Mhm. éthique de ton projet, qui, moi, m'intéresse beaucoup, forcément, et qui est vraiment dans l'ADN de Basilic, j'aurais aimé savoir si tu travaillais aussi à la commande. Donc, est-ce que il peut t'arriver d'aller chiner un bijou spécifique? J'ai une amie comme ça qui voulait retrouver un bijou que portait sa mère avant son décès, une paire de boucles d'oreilles qu'elle a jamais point réussi à retrouver. Est-ce que toi, tu peux travailler un peu à la commande si quelqu'un te donne la mission de retrouver un bijou spécifique ou un bijou qui réponde à des critères particuliers avec telle pierre, telle forme? Alors, c'est une question qui revient souvent et je reçois pas mal de messages en ce sens, soit un bijou de famille qui a été euh, perdu, volé malheureusement. C'est terrible à dire, mais voilà, les bijoux anciens sont aussi, les bijoux en général, pas forcément anciens, très sujets au cambriolage, etc. On se retourne vers moi en me disant, est-ce qu'on peut retrouver cette bague ou quoi que ce soit, ou une paire de boucles d'oreilles, comme par exemple ton ami, les boucles d'oreilles de sa maman. C'est un travail que j'adorerais faire, mais pour l'instant, j'ai pas le temps, malheureusement. Donc, il faut que je pense que la boîte grandisse encore un peu, se structure davantage. Pour l'instant, on est 3, donc c'est déjà bien, mais ça demande du temps. Et ça demande d'être vraiment à l'affût de tout. Ça demande de la patience aussi parce que dans les 2 jours qui viennent, comme dans les 2 mois ou les 2 ans, c'est vraiment quelque chose que je ne peux pas prédire. Et donc voilà, actuellement, c'est un service que je ne propose pas. Mais voilà, en termes de temps et d'organisation, j'ai peut-être pas encore trouvé aussi le bon moyen. Du coup, je notais toutes les demandes dans un fichier Excel. Il y a beaucoup de critères en amont et autour du bijou. Et encore une fois, je pense que ça demande d'être plus structuré, peut-être envoyer un petit questionnaire. Mais voilà, pour ça, il faudrait que je le développe. C'est une idée, c'est toujours dans un coin de ma tête et un jour, on y arrivera, j'espère. Bah, je te le souhaite, il y a encore le temps. Oui. Je te propose qu'on écoute la question d'Alexandra. Il faudrait à mon sens plus de régulation et des normes plus strictes pour que les grands acteurs du marché changent leur modèle, aujourd'hui uniquement basé sur la croissance financière et le profit, pour arriver sur de nouveaux modèles standards, plus tournés vers la planète et les humains. Avez-vous des moyens pour faire pression en ce sens ? Alors, moi, je fais partie d'une association locale, oui, parce que, en tout cas, elle est basée à Roubaix-Tourcoing, qui s'appelle Fashion Green Hub. Je ne sais pas si ça te parle, et qui promeut la seconde main, l'upcycling. Après, c'est vrai qu'en bijouterie, si je dis pas de bêtises, je pense que je suis une des seules actrices qui fait partie de ce secteur-là. Il y a beaucoup le vêtement. Et c'est déjà très bien. Et je pense qu'en fait, le vêtement est en train d'ouvrir la voie au secteur de la bijouterie-joaillerie, qui est encore fortement imprégné des grandes maisons comme Cartier, Van Cleef, voilà, qui n'ont pas encore vraiment sauté le pas de la seconde main, mais qui s'intéressent à leur recycler, à leur faire magne. Donc, il y a quand même on va dire, des lignes qui bougent. Il y a encore aussi plein de choses à faire. Ça reste assez timide. C'est assez timide et tu vas pas avoir un collectif vraiment puissant autour de la bijouterie de seconde main. Après, voilà, c'est aussi un bon point et j'ai pas mal de connaissances dans le milieu, donc il suffirait d'une personne pour
lancer et faire le premier pas, quoi. La particularité des maisons joaillières, c'est que elles sont assez positionnées sur le fait qu'il existe assez d'or aujourd'hui dans le système actuel Ouais. pour fabriquer des bijoux. Et donc, elles sont dans cette logique de recyclage, de réemploi. Mais en fait, il y a très peu de revalorisation de l'existant. Tout à Et fait. ce qui m'amène à ma question, où je me demandais si toi, tu peux être amené quand tu chines des bijoux à les faire retravailler par des artisans joailliers, par exemple, pour, je sais pas, une pierre qui peut-être se serait un petit peu abîmée ou serait mal sertie ou je ne sais quoi. Est-ce que ça peut t'arriver de retravailler un peu les bijoux sans changer complètement le bijou en faisant fondre l'or et recréant quelque chose de nouveau? Parce que pour le coup, c'est un autre métier. Oui, c'est intéressant ce que tu disais et je rebondis dessus parce que, en effet, si on utilisait en Europe tout l'or qui se trouve à la fois dans les tiroirs, les boîtes à bijoux, les coffres à la banque, on pourrait tenir 50 ans sans extraire d'or. Sachant que l'extraction d'or, voilà, c'est pas joli joli, on utilise du mercure, du cyanure qui finissent dans les rivières. C'est des métiers où malheureusement, il y a énormément d'enfants et de femmes qui travaillent, je pense, des journées entières. Et donc, utiliser l'existant, c'est ce qu'il y a de plus écologique. Et de toute manière aussi, au bout d'un moment, il y aura plus d'or dans les sols. Selon les experts, ça serait dans 30 à 50 ans, si on continue à ce rythme-là, il y en aura plus. Et il y en a ailleurs, par ailleurs déjà d'existants. Donc, moi, c'est vraiment mon point de vue de dire arrêtons de polluer les rivières, de salir la planète en général, alors que on a des trésors dans les mains. Et par rapport à la remise en état et à la restauration des bijoux, oui, moi, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et qui est réalisé pour chaque bijou que je chine. Tous les bijoux passent entre les mains de notre atelier et au maximum, et voilà, je vais toujours, on va dire, essayer de restaurer le bijou tel quel. Parce que c'est souvent, je le disais en intro, mais des pièces qui ont été faites à la main. Donc, tu as vraiment un travail, un savoir-faire artisanal, une patte du bijoutier joaillier avec le poinçon mère d'orfèvre, etc., que je trouve fait partie de l'histoire et même du patrimoine français. Après, en effet, il y a des bijoux qui vont être en mauvais état avec des griffes abîmées, des pierres usées. Donc, l'idée, c'est de les retravailler tout en gardant vraiment Leur esthétisme. et leur âme. Quand c'est vraiment pas possible, ou bien alors quand ça coûterait beaucoup trop cher, parce qu'il y a quand même cet indicateur-là, où l'idée, c'est de revendre à un prix correct et qui restera en deçà d'un bijou neuf. Eh bien, je vais faire fondre le bijou pour d'autres réparations ou pour des bijoux en or recyclé. Je propose des bracelets et des médailles. Donc voilà, ça reste un cercle vertueux et l'idée de partir de l'existant sans... Et pour les bracelets et les médailles que tu proposes, c'est à chaque fois toi qui as apporté Oui, tout l'or? à fait. Ouais, c'est ça. C'est moi qui apporte l'or et ensuite l'or est mis à la fonte. Ce qui est plus difficile, en fait, je travaille avec un atelier qui est partagé. Donc en fait, il y a moi, mais il y a aussi d'autres bijoutiers, joailliers ou d'autres marques, même des particuliers qui peuvent se rendre dans cet atelier. Et donc, si par exemple je donne un bracelet à la fonte, par exemple, je ne sais pas si tu vois, il y a des bracelets joncs qui sont souvent creux. Et parfois, il y en a qui sont très beaux et je suis très contente. Mais parfois, il y en a où il va y avoir pas mal de coups. Et ça, on ne peut pas revenir en arrière. En fait, dès l'instant que le métal creux est poqué, c'est difficile. Donc là, on va fondre le bijou. Et si une autre marque va donner de l'or à l'atelier,
et que moi je demande une création d'une médaille ancienne, est-ce que ce sera l'or de ce bracelet-là ou l'or d'un particulier qui est venu faire fondre sa chevalière? Voilà, ce sera peut-être pas. Après, de l'or, Voilà, ça reste de l'or. ça reste de l'or et ça reste en circuit court et en local. Bien sûr. J'aurais aimé qu'on termine cet épisode sur l'importance des imaginaires et la force de ces nouveaux imaginaires qu'il faut encore écrire, hein, je pense. Et moi, je le vois comme une mission avec Basilic et c'est aussi une mission de Noir Cara et de beaucoup d'acteurs que je reçois au micro. L'idée, c'est de dire qu'on peut faire autrement, on peut consommer autrement. Donc, on le disait, les gens sont assez timides quand il s'agit d'acheter un bijou, ou alors ça va être un bijou qu'on s'offre, mais ça va pas être une bague de fiançailles, pas forcément des alliances. Comment est-ce que toi, à ton échelle, bien évidemment, tu n'as pas de baguette magique, tu fais au mieux, t'essayes d'écrire ces nouveaux récits, de montrer qu'en fait, c'est super cool de chiner une bague de seconde main pour demander son partenaire ou sa partenaire en mariage, que c'est cool d'avoir des alliances peut-être de seconde main. Voilà, comment est-ce qu'on essaie d'écrire un peu un nouveau récit dans ce monde de la joaillerie qui fait fantasmer, qui est aussi empreint de l'héritage du secteur du luxe, où on s'écrit beaucoup d'histoires, on raconte des très belles choses. J'en avais beaucoup discuté dans un des épisodes, mais sur l'histoire du diamant et de comment, en fait, c'est très vite devenu la condition aux États-Unis pour demander ta partenaire en mariage. Voilà, comment est-ce que toi, tu penses t'y prendre pour écrire ces nouveaux récits? Vaste sujet, on a 3 heures. Vaste sujet. Après, je pense qu'il y a quand même une prise de conscience et un intérêt pour la bijouterie de seconde main qui émerge vraiment. Moi, j'ai pas mal de bagues qui partent qui sont vendues à destination de bagues de fiançailles. Donc, il y en a. Et moi, à ma petite échelle, ça va être de communiquer ou en tout cas de relayer ces histoires-là à travers forcément les réseaux sociaux parce que ça reste ma vitrine n'ayant pas de boutique. Récemment, par exemple, j'ai rencontré une cliente qui une bague de fiançailles qui vient de chez Noir Cara et elle me disait que tout son mariage avait été articulé autour de la seconde main. Donc, elle a chiné la vaisselle. Elle me disait même que sa robe également et les faire-part pour les invités. Elle avait acheté des cartes postales anciennes en brocante, tu sais, les cartes postales Génial. de noir et blanc. Et je trouvais ça génial parce qu'en plus, chaque faire-part est unique. Ça m'a demandé du boulot. Et Beaucoup de boulot, voilà, beaucoup mais de boulot si et t'aimes d'organisation. chiner, c'est pas mal. Et voilà, tu as tout l'univers et c'est cohérent par rapport à ça. Et c'est des histoires et des tranches de vie que moi j'aime raconter et qui, j'espère, donneront des idées à d'autres personnes. Et il y a la dimension, comme tu disais, très luxueuse, où le secteur de la haute joaillerie met des paillettes plein les yeux. Mais il y a le côté valeur sentimentale d'un bijou de grand-mère. Je pense que tu peux pas rivaliser avec ça. C'est une autre valeur, mais qui est aussi très puissante. Donc voilà, jouer sur cette émotion-là, ça peut être aussi un moyen de franchir le cap de la seconde main. Moi, je sais que je parle pas trop des énergies, etc., parce que je m'y connais moins. Après, il m'arrive d'en discuter avec certaines clientes qui croient beaucoup en fait, à l'histoire passée des bijoux. Ça peut être un frein pour certaines personnes de se dire peut-être que cette bague, Qu'elle a traversé. qu'est-ce qu'elle a Ouais. traversé? Peut-être que c'est un mariage déchu et est-ce que ça va pas se répercuter, moi, sur ma vie de couple? Enfin, voilà, un peu. Et en fait, il y a plein d'astuces et de moyens de régénérer les bijoux, de les nettoyer, parce que voilà, il y a vraiment un lavage possible des pierres et des métaux. Tu peux utiliser de la sauge, tu peux utiliser tout ce qui a trait au calendrier lunaire. Voilà. Ça, c'est aussi des infos qui sont disponibles sur notre blog. On a un blog Noir Cara, sur le site noircara.fr, où on va donner ces tips, parler des mariages éco-responsables pour essayer de mettre noir sur blanc
et donner des pistes pour les clientes qui se posent des questions et qui n'osent pas sauter le pas encore. Eh ben écoute, je souhaite une très longue vie à Noir-Cara. Je pense que c'est que le début. Merci beaucoup, Fanny, d'avoir fait la route depuis Lille. Et tous les liens, comme d'habitude, seront dans la barre de description. J'invite bien évidemment les auditeurs et auditrices à se rendre sur ton compte Instagram et sur le site aussi. Tout à fait. Pour découvrir les bijoux qui sont en vente. Ça dépendra de la période à laquelle ils écoutent l'épisode. Et à bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, j'imagine qu'il vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à Basilic sur votre application de podcast favorite pour ne louper aucun épisode. Vous pouvez également me suivre sur Instagram et LinkedIn @basilicpodcast pour découvrir les coulisses de tous les épisodes et de toutes les interviews. Et enfin, si l'univers du podcast vous intéresse, alors je vous invite à jeter un œil à basilicpodcast.com. Vous y découvrirez Basilic Studio, la formation que j'ai créée pour vous accompagner à lancer votre propre podcast et surtout le podcast de vos rêves, mais également Basilic Lab, l'agence qui nous permet de créer des podcasts pour des marques audacieuses et des thérapeutes engagés. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez grand soin de vous.